C'est quoi les frais de notaire? Parce que les frais de notaire sont négociables. S'il y a 2 notaires, je vais payer 2 fois les frais de notaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut acheter un bien immobilier sans passer par un notaire? Non. Bienvenue sur Home Run, le podcast qui te plonge au cœur de l'investissement immobilier. Nous sommes Moïse, Charlie. de passionnés d'investissement et d'immobilier. Que tu sois passionné ou simplement curieux, On est là pour te montrer que l'investissement immobilier est à la portée de tous. ici, pas de promesses mirobolantes, de fortune rapide, On t'embarque dans les coulisses avec des pros des investisseurs chevronnés ou novices, pour démystifier et rendre accessible ce domaine souvent intimidant. des vraies histoires, des vrais parcours, des vraies leçons. Parce que l'immobilier, c'est avant tout une aventure humaine. Sinon, les bijoux C'est vont... beau. Il faudrait qu'on fasse le récap un jour de combien de dossiers on a fait ensemble, toi et moi. Ouais. Peut-être, hein. Parce que j'ai même pas la stat, tu sais. On a dû en faire Un bon paquet, hein. entre 10 et 20, je pense. Hein. Ah ouais, quasiment, ouais, je pense. Je pense qu'on pas doit trop être... de doute là-dessus. Ouais, on doit être là. Est-ce que tu pourrais te représenter, s'il te plaît, Julien? Me présenter, je Ouais. m'appelle Julien Ramonfort, j'ai 47 ans. Je viens du sud-ouest et je suis à La Réunion depuis une trentaine d'années. Donc actuellement, tu es notaire. Voilà, je suis notaire associé à Saint-Pierre, à Casabona. Ok, ça marche. Quand tu dis associé, c'est quoi du coup, les différents statuts notaires? Enfin, comment tu... Alors, les différents statuts dans une étude notariale, notaire, tu es soit notaire salarié, soit notaire associé. Il y a pas de... Il y a ces deux postes possibles. Et après, tu as d'autres stades, mais où tu n'es pas notaire. Tu as notaire assistant, notaire stagiaire, qui sont des prérequis, si tu veux, pour passer notaire après. Mais tu peux très bien rester toute ta vie notaire assistant et notaire stagiaire. Notaire stagiaire, c'est comme son l'indique, c'est le notaire qui est en cours de formation. Quoi. Il n'est pas encore diplômé. Et tu as le notaire assistant, lui, qui est diplômé, mais qui est pas encore passé notaire. D'accord, ok. Et du coup, mais t'en as qui font ça, qui restent dans ce statut-là plus longtemps que... Ouais, plus longtemps, ou même toute leur carrière, hein, parce que soit ils n'ont pas envie d'être notaire, ça leur convient d'être notaire assistant, soit parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Parce qu'une fois que tu es diplômé, pour passer notaire, il faut que tu sois, entre guillemets, sollicité, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un notaire en place qui t'embauche comme notaire, soit salarié, soit qui te vendent des parts pour devenir notaire associé. Ok, d'accord. Voilà. Donc, même si tu as le diplôme, tu n'as pas la garantie de pouvoir exercer en tant que notaire. Ok. Et est-ce que ça change quelque chose en termes de charge de travail, de responsabilité, du coup, le fait d'être notaire assistant En termes de responsabilité, ça change du tout au tout, hein, parce que notaire assistant ou stagiaire, tu n'as pas beaucoup de responsabilité. Hein. C'est toujours le notaire qui signe l'acte et qui lui engage sa responsabilité. Notaire salarié, c'est différent, puisque tu es un notaire à part entière, et donc tu signes tes actes, donc tu engages ta responsabilité. Ouais. Okay. Et après, en termes de travail en lui-même, c'est aussi deux choses différentes. Le notaire stagiaire ou notaire assistant, il va préparer les actes. En gros, c'est ce qu'on appelle communément un clerc. Donc, il prépare les actes, il fait les relations avec le client, et puis le notaire, il vient finaliser le dossier en signant l'acte et en prodiguant les conseils qu'il a donnés à ses clients. Ok. Ça marche. On a eu l'occasion de bosser pas mal ensemble sur plein de dossiers, tu vois. Tout à fait. Et c'est dans le cadre... déjà, globalement, tu vois, c'est quoi le rôle d'un notaire, tu vois? Quelle fonction est-ce que tu vas pouvoir réaliser pour les gens? Tu veux dire comme champ d'action? Oui, c'est ça. Ouais. Globalement, et après, du coup, on verra un petit peu sur les mots, tu vois, mais globalement, c'est quoi le champ d'action, il est très très large, hein, parce que ça va du droit de la famille au droit commercial, droit des sociétés, droit immobilier, bien entendu. Et dans chaque catégorie, tu as encore d'autres choses. Droit de la famille, ça va être les successions, les donations, les divorces, pour schématiser. Droit commercial, ça va être tout ce qui est constitution de société, transmission de parts sociales, tout ce que tu peux envisager là-dedans. Vente de fonds de commerce, et après le droit immobilier que tu connais bien avec les ventes et acquisitions immobilières. Et est-ce que tu as des notaires spécialisés dans le domaine, ou genre toi en tant que notaire tu dois
tout savoir faire, en fait. Ouais, a priori, le notaire est compétent dans tous les champs d'action que je viens de t'énoncer. Ok. Et après, ce qu'on a souvent dans les offices, c'est des clercs qui sont spécialisés dans un domaine d'action, quoi. Bah, chez nous, par exemple, tu as ces pôles qui sont représentés. Donc, tu as le droit de la famille, le pôle droit de la famille, pôle droit immobilier, pôle droit des affaires. Et on a même un pôle promotion immobilière, quoi, pour vraiment Ok, avoir d'accord. des clercs spécialisés dans tous ces domaines pour apporter aux clients la meilleure réponse possible. Ouais, sur les différents types de dossiers. Voilà, c'est ça. Et toi, du coup, tu as vraiment affaire à tout Et dans, ouais, dans ton cabinet, quoi. Et ouais, nous, on fait tout et les notaires de l'office font tout, comme quasiment tous les notaires. Ok, ça marche. C'est quoi le parcours pour devenir notaire? Alors, le parcours pour devenir notaire, à l'heure actuelle, il faut un master, un master ou un équivalent. Une fois que tu as ton master ou l'équivalent, tu dois faire un diplôme d'études supérieures du notariat. Ok. Donc, qui est une formation sur 2 ans en alternance. Et pour accéder à ce diplôme, si tu as un master de droit notarial, donc c'est d'office, donc tu intègres la formation, et sinon c'est sur dossier. Ok, Voilà. d'accord. Sur le dossier, C'est-à-dire c'est-à-dire ton dossier scolaire, voir ta formation, Ok. les études que tu as fait, le master que tu as eu. Et j'imagine qu'en fonction du nombre de places, ils sélectionnent ceux qui n'ont pas de master droit notarial en fonction de leur motivation, de leur notes au cours de leur cursus, quoi. On avait un collègue qui bossait avec nous à un moment là avant. Et il avait fait, il me semble, cette école-là, il était juriste ensuite. Ouais. Donc, et après, du coup, il a fait autre chose, tu vois. On revient un peu sur ce que je te disais tout à l'heure, où tu peux très bien faire le diplôme, faire l'école, mais à l'arrivée, pour des raisons qui t'appartiennent, ou parce que tu es contraint, parce que tu n'as pas eu de proposition, de rester notaire assistant. Et, ok. En termes de... Je te pose la question, on en a parlé tout à l'heure, tu vois, mais... Ouais. Souvent, je passe le soir, 19h, 20h, parfois 20h30. Je regarde dans le bureau, je vois que c'est allumé à chaque fois, tu vois. Et on sait que moi, je sais que t'es pas mal chargé. En termes de volume horaire, tu vois, sur une semaine, c'est quoi ton volume horaire actuel, tu vois? Une journée classique, du moins pour moi, hein. Après, chaque notaire a son mode de fonctionnement. La journée va commencer à 8h30, 9h avec un premier rendez-vous. Et souvent, ça s'enchaîne jusqu'au soir, hein, où on va prendre les derniers rendez-vous vers 18-19h. Et passer ces rendez-vous-là, tu fais ce que tu n'as pas fait dans la journée, donc c'est-à-dire tous tes mails, les clients maintenant t'interrogent beaucoup par mail, donc dans une journée classique, tu peux facilement recevoir une centaine de mails, hein, avec à chaque fois des demandes. Des fois, c'est facile, hein, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est très chronophage, hein, j'imagine, comme dans tous les métiers maintenant, où tu reçois des mails de toutes parts pour un peu tout et n'importe quoi. Mais... En termes de... En fait, c'est sur chaque mail, c'est peu de temps, mais genre, du coup, avec le volume, ça te prend et des plans après, majeurs. un mail simple aussi une question simple peut engendrer aussi beaucoup de travail derrière. Donc donc pour répondre clairement à ta question, c'est souvent des journées de au moins 12 heures. Ouais. Au moins 12 heures, du lundi au vendredi. Et le week-end, on fait ce qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine. Ouais, tu rattrapes du coup. C'est ça, ouais. Là, actuellement, moi, je fais ça aussi. Je vais te mentir, tu vois. La semaine, on blinde de rendez-vous de travail et le week-end, tout ce qui va être admin, préparation et la suite, tu vois. Et du coup, toi, tu enchaînes tous les heures, en fait. Tous les heures, tu as des rendez-vous. Après, ça dépend des journées où on peut avoir le temps de manger de temps en temps, mais c'est pas souvent le cas. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'ai commencé ce matin à 8h30 et puis il faisait 4h moins le quart et j'ai enchaîné jusque-là et après, je vais continuer à bosser jusqu'à ce soir. Ouais, juste après. La question qu'on pose souvent, tu vois. Après, je te poserai une série de petites questions et de mythes, tu vois, qu'on entend souvent sur les notaires. Un notaire, combien ça gagne par an, par mois, un notaire, tu vois? Alors, un notaire, ça dépend, comme tout, de la taille de son entreprise, s'il a une grosse étude, une petite étude. Alors, je
peux pas vraiment te donner de montant précis, mais il me semble que le salaire médian chez les notaires est de 7 500 €. Il me semble, je peux pas te le dire avec certitude. Donc, t'en as qui vont gagner moins, d'autres qui vont gagner plus en fonction de l'investissement qu'ils vont mettre dans leur métier. Il faut pas se mentir aussi de la région où tu travailles, parce que nos revenus sont quand même pas mal, voire complètement indexés sur les biens immobiliers, puisque le bien immobilier, c'est ce qu'on fait au quotidien, que ce soit pour les successions, les donations ou les ventes, et que tu habites à Biarritz ou dans la Creuse, le bien immobilier a une valeur complètement différente, donc le salaire du notaire va aller en conséquence, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, ça c'est valable, enfin ça va varier quand tu es notaire associé. Du coup, quand tu es salarié, est-ce que ça bouge ou pas? Ouais, le notaire salarié, lui, comme tout salarié, il a son salaire fixe, qui est défini en début de contrat. Un notaire salarié, je pense que ça peut gagner entre, on va dire, aux alentours de 5 000 €, certainement. Okay. Pareil, toujours en fonction des études, mais bon, je pense qu'on peut tabler là-dessus. Voilà, C'est juste pour savoir justement si tu avais un décalage entre toi en tant que notaire associé, tu vois, sur les revenus, et en fait des notaires salariés ou assistants. Puis le notaire associé va se rémunérer en fin d'année, comme tous les chefs d'entreprise, s'il a fait des bénéfices, donc qui va distribuer, quoi. Okay. Après, tu peux imaginer que comme tout chef d'entreprise, tu peux perdre des sous sur un mois, c'est-à-dire ne pas couvrir tes charges, par exemple, si l'activité était un peu compliquée. Donc, le notaire salarié, il a son salaire comme tout salarié qui tombe, quoi qu'il arrive. Mais il me semble que vous n'avez pas le droit de faire des publicités, non, vous, sur votre activité? Non, on n'a pas le droit de faire de publicité, on peut pas communiquer sur notre... Vous n'avez pas le droit non plus de refuser des dossiers, c'est ça? Je m'avance en disant ça, mais j'ai vu... Oui, alors si le dossier est, on va dire, clean, qui ne présente pas de difficultés, qu'il est signable, tu ne peux pas te dire, par exemple, refuser la vente d'un terrain agricole à 500 € au prétexte que ça ne va pas te rapporter de sous, puisque tu vas même en perdre, parce que sur des petits dossiers comme ça, tu perds des sous. Okay. Alors c'est compensé, bien évidemment, avec des dossiers rémunérateurs. Mais tu peux pas refuser le dossier parce qu'il te rapporte pas de sous. Tu peux le refuser s'il y a quelque chose que tu juges pas acceptable ou tu sens qu'il y a quelque chose. Ça, c'est évident. Même tu dois le refuser s'il y a quelque chose de pas clean, mais tu peux pas le refuser sans raison objective, et le fait de ne pas gagner d'argent sur le dossier, c'est pas une raison objective. Ok, il te faut un motif précis en fait pour pouvoir refuser le dossier. Qui va tenir à la faisabilité du dossier ou pas, quoi. Ok. Et du coup, j'ai une petite question qui me vient là, plutôt en tant que chef d'entreprise, tu vois. Vu que tu peux pas faire de pub et que d'un côté, si t'as pas de motif, tu peux pas refuser le dossier, tu vois. Comment tu fais justement pour faire tourner le bateau? C'est-à-dire que toi, tu es notaire associé, donc c'est ton entreprise, tu vois. Comment tu fais lorsque tu as des mois justement où tu es dans le rouge, dans le négatif, où tu vois que ça va pas au niveau du CA, tu vois? Comment en fait tu fais pour compenser ça, sachant que tu peux pas faire de pub, rien, tu vois? Après, c'est un travail quotidien. Il faut faire ton travail sérieusement. Après, on est à La Réunion, je crois qu'on est une centaine de notaires, tu vois, répartis sur toute l'île. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais après, ce qui fait la différence, c'est vraiment ton travail, ta déontologie. Après, c'est un bouche à oreille. Si les gens sont contents, ils vont te recommander, ils viennent chez toi. Mais après, c'est sûr que tu peux pas passer à la télé, faire une publicité, dire venez chez moi, ou à la radio, ou dans le journal. Non, il faut... Donc en vrai, ta seule larme en fait là-dessus, c'est vraiment d'être de la recommandation en fait. C'est ça, c'est ton travail. La seule arme que tu as. Comme tu le sais, ça fait peut-être partie des questions que tu as sous le coude. Le tarif des notaires est fixé par l'État. Donc chaque notaire a le même tarif.
et les frais sont les mêmes que tu ailles chez tel ou tel notaire. Donc on ne peut même pas se distinguer des autres par rapport à un prix, un tarif qu'on pourrait faire à un client. C'est les mêmes partout. Donc, justement, tu vois, c'est une bonne transition. On va pouvoir enchaîner. On a pas mal de questions que les gens se posent. Même nous, les personnes qui viennent vers nous pour les premiers investissements qui sont tout nouveaux là-dedans, tu vois. Ouais. Des questions qui me posent qui sont assez intéressantes parfois, tu vois. Du coup, c'est... déjà, il y en a beaucoup qui me demandent c'est quoi les frais de notaire, tu vois, qu'est-ce que ça inclut? Ouais. Alors les frais de notaire, ça va inclure bien sûr les émoluments du notaire, son travail, le coût des formalités, puisque pour faire l'acte, le notaire va interroger divers organismes, donc les impôts, la publicité foncière, l'urbanisme, en fait, tout ce dont il a besoin pour justifier à son client qu'il peut bien se lancer dans cette acquisition, par exemple, qu'il n'y a pas de risque, que le bien est conforme à ce qu'il a vu, qu'il n'y a pas de surprise. En fait. Le but, c'est qu'il achète en toute connaissance de cause. Donc ça, c'est les formalités. Et il y a les impôts qui sont à peu près pour, on va dire, 80% pour schématiser de ce qu'on appelle les frais de notaire. Voilà, en gros, sur un prix de vente, tu vas avoir à peu près 6% d'impôts. Voilà. C'est énorme. À la louche, donc tu achètes un bien à 100 000 euros, tu as déjà 6 000 euros d'impôts dans les frais de notaire. Ouais. Et les émoluments du notaire sont de l'ordre d'un peu plus d'1%. Et parce qu'on a souvent des retours des personnes qu'on accompagne qui me disent du coup, là, quelle stratégie je vais mettre en place parce que si je revends, je vais taper la plus-value, du coup, j'aurai... Et du coup, tu as toujours cette question de taxes et de frais qui reviennent, tu vois. Ouais. Pas sur les frais notaires, mais surtout sur les impôts, tu vois. Les impôts, c'est une grosse question sur tous les domaines. C'est une partie intégrante d'une vente, que tu sois acquéreur ou vendeur. Tu es soumis à ça. Alors, le vendeur d'une résidence principale, comme c'est, il n'a pas d'impôt, donc pas d'impôt sur la plus-value, donc tout le profit qu'il va faire, il va l'encaisser. En revanche, si tu vends hors résidence principale, tu vas être taxé. Alors, après, tu as toujours des cas d'exonération qui peuvent être détaillés avec le notaire, mais sinon, tu as un impôt sur la plus-value d'environ 36%. Donc le bénéfice que tu fais est taxé par l'administration fiscale. Alors là, pareil, tu as des abattements pour durée de possession. Donc, si tu vends au bout de 30 ans, par exemple, tu es exonéré complètement de plus-value. Ça reste des gros montants, tu vois. Je fais une petite pause pour te présenter la pépite dans laquelle on tourne aujourd'hui. Il s'agit d'un studio équipé comme un petit appart-hôtel, avec un grand lit et une varande qui est disponible en location courte durée. L'appartement a intégralement été rénové. Tu plongeras au cœur d'une décoration style art déco qui a été réalisée par une décoratrice d'intérieur. Il est situé au centre-ville de Saint-Pierre. Donc, si tu veux booker cet appartement pour un séjour ou un shooting, je te mets les liens en description. Est-ce que tu as répondu un petit peu juste avant, tu vois, est-ce que les frais de notaire sont négociables? Ça, souvent, on me pose la question. Non, ils ne sont pas négociables, comme je te disais tout à l'heure, et ils sont fixés, déterminés par l'État, et donc tout notaire doit s'y tenir, et même le notaire qui sera amené à faire une réduction à un client, mais ce serait une concurrence déloyale, et donc il n'a absolument pas le droit, et il pourrait être sanctionné. Ok, d'accord, il peut demander des sections. Donc les frais de notaire ne sont pas négociables. Et ça, j'ai eu cette prochaine question, je l'ai eu aussi sur de ces persos que j'ai eu, tu vois. C'est s'il y a 2 notaires, je payais 2 fois les frais de notaire. Non. Heureusement, ou malheureusement, mais non, mais blague à part, les frais de notaire, donc, comme je dis, sont tarifés. Que tu aies 1 notaire, 2 notaires, 3 notaires, 4 notaires, 5 notaires, ils se partagent les émoluments. Voilà. Tu as déjà eu des cas où tu as plus que 2 notaires sur une vente? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais, tu peux avoir en général, les acquéreurs, ils achètent ensemble, donc a priori, ils s'entendent. Mais souvent, tu peux avoir des vendeurs qui ne s'entendent pas et où ils ne veulent pas prendre tous le même notaire. Dans ce cas-là, chaque vendeur peut être représenté par un notaire. Alors après, quand tu as plusieurs notaires, tu as les émoluments qui sont répartis entre le notaire acquéreur et le notaire vendeur. Donc, a priori, sauf cas spécifique, le notaire acquéreur, il va toucher 60% des émoluments et le notaire vendeur, 40%.
Voilà. Ok. Donc si tu as 2 ou 3 notaires en tant que vendeur, mais ils vont se partager les 40% qui reviennent au notaire vendeur. Ok. Et sur la charge de travail, du coup, là-dessus, c'est vous qui vous organisez entre vous, tu vois, des chartes définies qui Ouais, disent que... c'est bien sûr défini Ok. par chaque chambre des notaires. Donc à la réunion, ce qui est convenu, c'est que le notaire vendeur donc, fasse le compromis. Ok. Toutes les formalités pour constituer le dossier, donc ce que je disais tout à l'heure, interroger les impôts, l'administration, l'urbanisme. Il constitue son dossier. Une fois que son dossier est constitué, il envoie au notaire acquéreur qui lui est chargé de rédiger l'acte définitif. Ok. Donc c'est vraiment Ouais, cadré. il n'y a pas de place au hasard. On doit s'y tenir. Ouais, c'est cadré jusqu'au bout tout l'ensemble. Et la dernière question que j'avais là-dessus, c'est, enfin, sur les mythes et Ouais. les questions diverses, c'est est-ce aujourd'hui, on peut acheter un bien immobilier sans passer par un notaire? Non. Le bien immobilier, donc ça va être un acte authentique, donc reçu par un notaire. On ne peut pas y transiger. En fait, une fois que tu signes ta vente, le notaire la publie au service de la publicité foncière et c'est lui qui a compétence pour le faire et monopole pour le faire. Ouais. Alors, sauf des cas très particuliers où tu peux avoir une vente administrative, par exemple, ou auprès de la barre du tribunal. Mais bon, on va dire 99% des ventes, tu passes par notaire. Ok. On a eu un dossier il n'y a pas très très longtemps ensemble où tu devais t'accorder, me semble, avec la Belgique, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à Et fait. c'était assez compliqué, tu Ouais. vois. Sans rentrer trop dans les détails, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça pour nous expliquer justement comment tu es intervenu et en fait c'était quoi ton rôle sur un projet comme ça, quoi, tu vois? Comment tu sors du cadre de la Réunion de la France en fait pour justement régler un problème ici, tu vois. On n'en sort pas totalement parce que on est compétent sur le territoire national, Ok. donc on peut faire tout ce qui est transmission, vente sur le territoire. En revanche, on ne peut pas faire la vente d'un bien. Alors, à La Réunion, souvent, on nous pose la question, voir si on peut faire une vente à Maurice ou à Madagascar. Donc ça, c'est absolument pas possible. Hein. On est compétence nationale. Donc je ne peux pas faire non plus, pour reprendre ton exemple, une vente en Belgique. En revanche, ce qui arrive, c'est qu'on ait des étrangers qui ont des biens en France et qui nous chargent de vendre le bien. Alors là, tu peux avoir des sujets d'imposition. Souvent, le vendeur va nous demander comment il va être imposé en Belgique, par exemple, pour reprendre ton cas. Dans ce cas-là, tu as souvent des conventions qui sont signées entre les pays pour éviter des doubles impositions. Tu vois. Donc, celui qui... tu peux avoir un mécanisme de crédit d'impôt, par exemple, pour aller déduire l'impôt sur tel ou tel pays pour justement que tu n'aies pas cette double imposition. Et alors nous, ça nous amène justement à faire des recherches puisqu'on n'est pas du tout compétent, enfin pas formé pour connaître le droit belge ou espagnol. Donc au cas par cas, on doit se renseigner et aller chercher des informations pour renseigner le client. Parce que ce dossier-là, du coup, il a pris quoi, 1 an et demi, 2 ans avant de comprendre, enfin, d'avoir une solution au problème? Ouais, parce que le dossier dont tu parles, il avait quand même des très grosses particularités avec des régimes très spéciaux je pense que tu parles de Suède, du vendeur de faillite, du Ouais, vendeur c'est en ça. faillite. Ouais, donc là, c'est pour ça que ça a mis du temps. Ouais. Et bon, avec en plus des clients qui fournissent pas tout le temps les éléments, qui sont des fois à l'étranger. Donc on a mis pas mal de temps pour presque sortir le dossier parce qu'il n'est pas encore finalisé. Ouais, c'est ça. Il est encore en cours actuellement. C'est ça. Et juste, je sais que tu as pas mal pris des petites questions, si tu as le temps. Oui, Julien. vas-y, on a le temps. Ouais. Juste sur les délais en général, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler un peu des délais, justement, par exemple, d'un compromis en général, combien de temps ça prend? Alors sur une vente, donc le cheminement classique, donc le notaire va recevoir le dossier. Alors soit de la part des particuliers, si c'est une vente entre particuliers, soit de l'agence qui fait justement le lien entre les particuliers, qui va centraliser toutes les pièces, nous les adresser. En général, quand on reçoit les pièces, on essaie de fixer un compromis dans les, on va dire, 15 jours qui suivent.
s'il n'y a pas de difficulté particulière. Une fois que tu as signé le compromis, s'il y a un prêt, le délai moyen à la réunion, ça va être 3 mois pour obtenir ton offre de prêt. Et quand tu as ton offre de prêt, les fonds sont disponibles à peu près 3 semaines plus tard. Donc tu arrives à 4 mois à peu près pour faire une vente classique d'un bien bâti avec un prêt. Si tu pars sur un bien non bâti, donc un terrain, l'acquéreur lui va acheter souvent sous condition qu'il ait son financement et son permis de construire. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps parce que le permis, de fait, prend du temps. Donc sur une vente comme ça, tu vas être à peu près entre, on va dire, 5 mois si ça roule vraiment très très bien et 8 mois sur une vente de terrain. Je fais des classiques sur un héritage, donc une succession. Combien de temps ça... Succession, là, c'est vraiment au cas par cas parce que tu peux avoir beaucoup de sujets et de contraintes qui arrivent dans les dossiers. Fiscalement, tu es censé régler ta succession dans les 6 mois qui suivent le décès. Ouais. Alors, c'est-à-dire que si tu as une succession qui génère des droits de succession, si tu règles pas ta succession, c'est-à-dire si tu déposes pas aux impôts la déclaration de succession 6 mois après le décès, tu vas payer des pénalités. Et donc tous les mois, tu vas avoir un pourcentage qui va venir s'appliquer à ta fiscalité, qui va venir la majorer. Okay. Voilà, donc si tu as une succession avec des droits, il faut la régler en 6 mois. Le plus vite possible. C'est ça. C'est bien parce que du coup, le projet que j'ai, moi, ça fait, je crois qu'ils ont attendu 11 ans ou 12 ans, je crois. Bon, ce qui arrive fréquemment, hein, peut-être même à La Réunion plus qu'ailleurs. Ouais. Après, il faut distinguer des successions avec des droits et des successions sans droits. Si tu n'as pas de fiscalité, tes pénalités s'appliquent sur 0, donc elles restent à 0, donc c'est pas dramatique, mais bon, c'est toujours bien quand même de traiter les successions assez vite, puisqu'après tu peux avoir d'autres difficultés qui interviennent si tu mets trop de temps, des décès d'héritiers eux-mêmes, ainsi de suite. Moi, le plus gros exemple que j'ai là-dessus, j'ai une succession d'une personne qui est décédée à la fin en 1890, je crois, qui est toujours pas réglée aujourd'hui. Et je crois qu'on doit avoir à l'heure actuelle peut-être 160 héritiers, tu vois. Et donc, plus t'attends, plus il y en a qui décèdent et t'as des contraintes qui arrivent au fur et à mesure, quoi. Donc, comment tu te sors d'un projet comme ça? Tu t'en sors pas, quoi. Tu t'en sors pas parce que, comme je te dis, t'as des héritiers qui vont décéder, qui vont même laisser des héritiers. Tu peux avoir ensuite des problèmes d'incapacité qui arrivent avec des personnes sous tutelle. Enfin, du coup, plus t'attends, plus les problèmes arrivent et plus c'est dur d'en sortir. Alors, on y arrive toujours, hein, mais voilà. Si tu as trop de difficultés comme ça, tu vois, une personne décédée dans les années 1880 toujours pas réglée aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est un bordel à gérer. Déjà, quand tu commences à avoir plus de 4-5 personnes, je vois comment ça se passe. Alors 160, ça fait... Ouais, et puis outre les problèmes juridiques, hein, comme on le voit ensemble quand même assez fréquemment, tu as des problèmes de personnes, quoi. Et avec des problèmes de famille qui surgissent, des gens qui veulent pas se voir, des gens qui veulent pas signer pour embêter les autres. Donc là, tu es obligé de toujours passer par la voie juridique. Bon, c'est toujours compliqué. Mais ça engendre encore plus de conflits, des frais. Donc voilà, c'est toujours bien de battre le fer tant qu'il est chaud. Après, c'est un peu un rôle de médiation que vous avez aussi parfois, tu vois. Genre, on va échanger avec ces personnes-là. Qu'on a et effectivement, ça arrive qu'on règle les successions des fois sans que les gens se rendent compte. C'est-à-dire que on va prendre les positions de tous les intervenants et puis essayer d'amener chacun à faire un effort pour aboutir à une signature. Bon, en général, on y arrive, hein, puisque les gens ont intérêt à ce que ça se règle, hein, sinon tu as une situation qui est sclérosée, personne ne peut vendre, personne ne peut habiter le bien. Voilà. C'est peut-être c'est une des raisons pour laquelle tu as des vieux bâtiments bien placés, ça fait des années que ça dort, parce que justement tu as des successions en chaîne qui ne s'arrêtent plus en fait. C'est ça. Et personne s'en sort dans ces trucs-là. Pour revenir un petit peu plus sur ton parcours perso,
pourquoi tu as choisi en fait de cette voie-là, tu vois? Comment tu es arrivé à être notaire, tu vois? Alors, comment je suis arrivé à être notaire? Voilà, déjà, à la fin de mon lycée à La Réunion, j'avais pas Ouais. trop d'idées de ce que je souhaitais faire. J'ai fait une formation scientifique Ok. avec un bac S à l'époque. Alors, je sais pas ce que c'est à l'heure actuelle. Ouais. Euh, Moi, c'est resté ça jusqu'à moi, à mon époque. Après, Ok. c'est parti en. Ouais, après, c'est parti en freestyle. Après, ça a changé tous les ans. Ouais. Donc, je suis sorti là, je savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis axé sur des études qui avaient le plus large spectre. Donc, j'ai fait du droit. Ouais. Et dans mes premières années de droit, à l'époque, tu faisais un DUG, une licence, une maîtrise. Donc, je pense sur mes 2 premières années de fac de droit, j'avais aucune idée de ce que je souhaitais faire. Mon père était huissier de justice, donc actuellement commissaire de justice. Donc par peut-être facilité, je pense que je me suis dit que je pourrais faire ça si jamais j'avais pas d'autre idée, on va dire. Ouais. Et puis au fur et à mesure du cursus, je me suis intéressé un peu plus au métier de notaire. J'ai fait un stage de découverte. Et le métier m'a plu et donc je me suis spécialisé là-dedans après en faisant d'abord une maîtrise de droit privé et après une maîtrise de droit notarial qui m'a permis d'intégrer un DESS de droit notarial. Ok. Et puis après, me voici. Ok. Et sur ton parcours, en fait, tu as commencé avant de devenir notaire associé. C'était quoi un petit peu le parcours pro justement après tes études? Le parcours a été long, hein, puisque donc j'ai eu donc t'as ton DESS. Une fois que pendant que tu fais ton DESS, tu as un stage de 2 ans donc où tu travailles. En gros, tu travailles toute la semaine et à mon époque, tu avais tous les 15 jours 2 jours de cours. Donc moi à ce moment-là, j'étais donc notaire stagiaire à Biarritz. Okay. Et je faisais mon DESS à Toulouse. Donc je partais tous les 15 jours, 2 jours faire à l'école, faire du théorique. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis resté j'ai dû rester dans cette étude de Biarritz 4 ans. Okay. Je suis ensuite parti dans une étude à Pau, donc qui n'est pas très loin, toujours dans les Pyrénées-Atlantiques, où j'ai passé 4 ans. Okay. Et en fait, quand tu finis ton école de notaire, tu dois déposer et faire un mémoire. Ouais. Et donc le mémoire, j'ai mis quand même pas mal de temps à le faire, mais je pense que j'ai dû le déposer, on va dire peut-être 2 ans après l'école. Ok. Et donc j'ai eu mon diplôme de notaire une fois que j'étais encore à Pau. Donc tu vois, au bout de 8 ans après avoir commencé à travailler, j'étais toujours, si tu veux, notaire assistant cette fois-là. Et ensuite, je suis parti à La Réunion, donc diplômé notaire. Donc j'ai travaillé dans une étude pendant, on va dire, 7-8 ans, je pense, sur l'île. La dernière année, je suis passé notaire salarié. Ok. Et c'est à ce moment-là que les associés, donc Imran Omarji et Olivier Le Goff, m'ont contacté pour intégrer leur étude en tant qu'associé. Ok. Ouais, donc là, ça va faire 4 ans que je suis associé avec eux. Ok. Ouais, donc t'as un bon parcours, t'as bien cravaché tu vois. Ouais, tout ça pour dire que pour être notaire, non seulement, mais c'est ce qu'on disait en préambule, hein, il faut être diplômé, donc ce qui est quand même pas évident parce que c'est des études qui sont quand même assez longues et des études en fin d'études où tu travailles et où tu dois faire du théorique et aller en cours. Donc tu vois, déjà tu vois le rythme de travail qu'on a. Donc quand t'es notaire stagiaire, tu travailles, hein, donc tu es tous les jours au boulot, tu as tes clients, tu as tes dossiers. Et le soir, il faut réviser tes cours pour avoir tes examens. Donc il faut turbiner, quoi. C'est pas évident. Et une fois que tu as ton diplôme, il faut encore, on va dire, plus travailler dans l'étude où tu es pour
pour attirer l'œil des notaires et qui voient que tu as les capacités, que tu as ce qu'il faut pour devenir notaire. Donc il faut tout le temps bosser. Ouais, c'est ça, c'est un rythme de vie assez chargé, tu vois. Avant de bosser avec Eux-mêmes, j'avais pas forcément cette vision-là, moi, tu vois. Je me disais, bon, notaire, ça se voit que ça bosse beaucoup, mais je pensais pas à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et je suis quelqu'un qui bosse beaucoup déjà, tu vois. Je me considère comme quelqu'un qui bosse énormément. Ouais. Et quand moi, je remarque que quelqu'un bosse plus que moi, je vois qu'il y a du volume, quoi, tu vois. Je me dis, bon, c'est chargé, mais là-bas aussi, ça charbonne de ouf, tu vois. Ouais. Et c'est un truc qu'on se rend pas forcément compte, tu vois, de cette charge-là derrière. Ouais, c'est un travail qui est très très prenant toute la journée. Et puis à côté de ce travail pur de notaire, tu as le travail comme tout le monde, comme tout chef d'entreprise. Ouais. Donc tout ce qui va être gestion de l'office, le personnel, la comptabilité. Cette double casquette-là, en fait, c'est surtout ça qui m'impressionne. Tu as cette gestion-là en tant que notaire, mais tu as aussi la partie chef d'entreprise où tu as un bateau à faire tourner. C'est ça, ouais. Et oui, puis encore une fois, pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure sur l'absence de possibilité de faire de la pub, c'est que tu dois te démarquer autrement. Donc ça peut être, par exemple, ce qu'on fait là, hein, tu vois, communiquer comme ça, mettre au margin, tu peux faire des conventions, tu vois, pour présenter divers sujets. Okay. C'est de faire d'autres choses en plus de ton travail pur et dur pour aller toucher d'autres personnes, faire du conseil auprès de chefs d'entreprise, des choses comme ça, quoi. Ouais, du coup, et pour ensuite rebasculer sur la Roco et exactement. Augmenter un petit peu exactement. Faire tourner le bateau. Parce que tu sais, il y a une période dans les mots où là, justement, quand les taux ont commencé à augmenter fortement, là, tu vois. Ouais. Pour être assez franc avec toi, on a déjà eu des dossiers où on a envoyé à La Réunion, tu vois. Donc, il y a 2 ans et demi, tu vois, on a envoyé chez des confrères à toi, tu vois. Ouais. On m'a dit clairement, votre dossier va passer dans 3 semaines parce qu'on n'a pas le temps de gérer. Et quand je pose une question, on m'a clairement fait comprendre que voilà, si on n'est pas content, on va encore repousser mon dossier. Et de toute façon, on n'a pas besoin de nous pour avancer parce qu'ils ont déjà leur clientèle, quoi, tu vois. Okay. Donc j'ai déjà eu ce retour-là, moi, donc je vais pas citer de nom, il n'y a pas besoin, tu vois, mais de confrères où justement, pendant que ça tournait bien, ils nous ont dit non, il n'y a pas besoin. Ouais. Ça a commencé à être difficile, on a commencé à avoir des échos. Ah, ben t'as pas quelqu'un qui connaît que. Ouais. Tu vois. Et là, ça m'a fait un peu chuter. Je dis, du coup, en fait, comment tu te démarques, en fait, comment tu te bagarres en tant que chef d'entreprise pour faire tourner ce bateau-là, tu vois. Et du coup, tu as répondu nous, on a quand même, je pense qu'on a dû commencer à travailler dans la période où ça tournait très très fort après le Covid, où on a un peu rattrapé le temps perdu. Et bon, je pense pas que tu aies vu de différence d'accueil chez nous entre cette période-là et aujourd'hui, quoi. Non, clairement. Après, c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle aussi on bosse. On aime beaucoup bosser avec toi, genre, pas que moi, même toute l'entreprise, tous mes collaborateurs, en fait. Chacun me disent, franchement, l'office c'est génial, j'ai des réponses à mes questions, j'appelle. C'est pas tout le temps toi parce que t'as pas le temps, toi, tu vois. Ouais, mais au moins, on a des réponses, tu vois, et on essaye de limiter. On essaie de limiter aussi les coûts de communication et à pas appeler tout le temps, tu vois, et faire efficace. Mais. Non, puis c'est important de le faire, et puis on travaille vraiment ensemble, quoi. Je veux dire, t'as besoin d'éléments, j'ai besoin d'éléments, enfin non. Après, ce que j'apprécie, tu vois, avec ta façon de travailler aussi, Julien, c'est que tu connais les compromis, tu vois. Quand on arrive en relecture, on voit que tu les connais, tu les suis, tu vois. On est quand même obligé, tu vois, même si le clerc qui fait le travail, comme on disait tout à l'heure, nous on engage notre responsabilité, donc, et puis même vis-à-vis du client, il faut que ça soit carré. Donc systématiquement, avant de recevoir un acte, tu le vises, tu vois, si tout est OK, hein, l'erreur est humaine, donc le clerc peut passer à côté de quelque chose. Donc le but, c'est que de cette relecture, c'est que de voir éventuellement les erreurs qui ont pu être faites et les corriger. Donc forcément, quand le client arrive, tu as déjà vu le dossier. Ouais. On a déjà fait des signatures où on découvre, tout le monde découvre en même temps le compromis, tu vois, dont le détail qui va signer, tu vois. Ouais, c'est un jeu dangereux. Ouais. Après, tu vois, du coup, lui, il relit, tu vois, qu'il sait pas trop où il va. Nous, on a déjà relu une fois, du coup, on est à peu près calé, mais bon, c'est pas une spécialité du tout, quoi, tu vois.
Et donc j'arrive un peu à rassurer le client, à voir où ça va, tu vois, mais c'est exactement c'est stressant, tu vois. comme tu le soulignes, c'est toujours stressant pour les clients, que ce soit vendeurs ou acquéreurs, de vendre et d'acheter. Ça engendre quand même beaucoup d'incidences financières. Et c'est une étape de leur vie, bien sûr. Ouais, c'est une grosse étape de leur vie. On vend pas des biens, on n'en achète pas tous les jours. Et surtout, ils maîtrisent pas, si tu veux. Donc, ce qui leur échappe un petit peu, ça engendre forcément du stress, de l'incertitude. Et puis, c'est des projets de vie, quoi. L'acquéreur, c'est souvent pour installer sa famille, il va déménager dans un endroit, donc il faut pas qu'il y ait de couac, tu vois. Si on lui dit, finalement, vous pouvez pas acheter parce qu'on n'avait pas vu ça, elle dit, oui, moi je dois déménager, j'ai plus de logement, comment je fais, quoi. Donc c'est toujours quand même s'assurer en amont qu'il n'y a pas de problème. Après, il peut toujours en avoir, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, on signe le compromis, les formalités, on interroge après tous les administrations, donc toujours un problème qui peut être révélé, quoi. Mais le tout, c'est de maîtriser au mieux les choses, d'encadrer au mieux le dossier pour éviter ces mauvaises surprises le plus possible. Ouais, que tout le monde soit au courant à temps pour qu'on puisse s'organiser, quoi. Exactement. Sur l'ensemble. Ça marche. Julien, merci beaucoup. Écoute, Moïse, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager tout ça avec toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si le contenu t'a plu et si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, abonne-toi. D'autres épisodes sont à venir et ils sont diffusés tous les 15 jours sur la chaîne.